Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de l'émission Vagabondage, l'émission de la culture française à l'étranger. Alors aujourd'hui, on est entre Bruxelles et Montréal. Montréal où se trouve mon invité du jour, Emar Azaizia, directeur transmédia et de développement d'affaires de Ubisoft. Alors Ubisoft, je crois que tout le monde en a entendu parler. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, le peu de personnes qui n'en auraient pas entendu parler, si je vous dis les lapins crétins, si je vous dis Rayman, Prince of Persia et Assassin's Creed, je suis sûr que vous allez vous y retrouver. Ce sont effectivement des productions Ubisoft. Alors, je suis sûr que parmi nos auditeurs, pour les plus jeunes ou les plus anciens, Ubisoft, ça fait rêver qu'on ait été gamer, comme ça a été mon cas, comme c'est votre cas, je crois, Emma, et ou qu'on travaille dans ce domaine qui est très vaste et qui ne se limite pas à l'aspect créatif, mais il y a aussi un aspect marketing, un aspect vente. Vous allez en parler, Emma. Alors, une toute première question, comment on atterrit à Ubisoft ? Alors ouais, c'est une première question qui va me faire pour le coup vagabonder un petit peu parce que le jeu vidéo c'est effectivement c'est un média qui s'est professionnalisé, une industrie qui s'est énormément développée au cours des 30 dernières années et si on en a des souvenirs d'Épinal pour les plus anciens les vieilles consoles Nintendo et puis l'arrivée de la micro-informatique en France. Aujourd'hui, c'est une industrie qui pèse à elle seule plus lourd que le cinéma et l'industrie de la musique réunie. Donc, on parle de quelque chose d'assez titanesque et ça s'est fait assez rapidement, ce qui veut dire qu'il y a énormément de métiers qui se sont inventés en fait dans les 15-20 dernières années. Donc, au moment où moi j'ai voulu commencer à travailler dans le jeu vidéo, j'observais un petit peu de loin et je voyais les premières écoles apparaître en France. Donc il y a eu plusieurs écoles sur le jeu vidéo, le game design qui commençaient à apparaître. J'avais fait des concours que j'avais réussi, mais j'ai pas eu le courage pour le coup ou l'audace de me lancer. Je me disais je suis pas certain de réussir à travailler en France avec ce poste-là. Il y a pas assez d'ouverture d'emploi sur ce type de métier. Et je suis parti sur un parcours plus classique avec école de commerce en me disant par le biais du marketing, au moins je pourrais avoir pas mal de jobs dans les industries qui me plaisent. Et j'ai commencé en fait dans la bande dessinée, avant très rapidement de basculer dans le jeu vidéo. Et Ubisoft du coup s'est fait par des biais de rencontres de personnes qui y travaillaient. Et j'ai eu une opportunité. On m'a proposé des postes à Paris et ça m'intéressait absolument pas. Je suis strasbourgeois d'origine. Hein. Et il y a un poste qui s'est ouvert à Montréal. Et là, ça voulait dire gros changement de vie, gros changement de paradigme, et c'est là que j'ai sauté dessus pour pouvoir travailler à Ubisoft. Donc, mon premier job a été littéralement à Montréal, donc en tant qu'expat, et ça fait maintenant plus de 16 ans que je travaille à Ubisoft, et effectivement, au sein de cette compagnie, avec la mentalité très nord-américaine appliquée ici, avec le côté très ouvert des postes. Je me suis retrouvé avec une entreprise qui me correspondait parce qu'elle avait tendance à mettre de l'avant les qualités et la personnalité avant les pédigrés. Donc du coup, on avait la chance si on poussait et qu'on était orienté résultat, on pouvait se faire le parcours qu'on voulait. Et puis j'ai occupé différents postes jusqu'à créer mon propre département ici, quoi. Alors on est, je crois, si mes fiches sont à jour, on est en 2008 quand vous arrivez chez Ubisoft et juste avant, une année avant, Assassin's Creed dans sa première version, parce qu'il y en a plusieurs, vient d'être lancé. Alors, je sais que vous avez occupé plusieurs métiers, mais on fait un raccourci pour aller vers le job que vous avez eu, qui fait rêver vraiment. Vous allez être chargé justement de développer Assassin's Creed sur plusieurs supports. Il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a les livres, il y a les romans et il y a même le cinéma. Alors, expliquez-nous tout ça. Ouais, exactement. En fait, alors c'est rigolo parce qu'Assassin's Creed, c'est littéralement le jeu qui m'a donné envie d'aller travailler à Ubisoft. Et pourtant, il y a des productions mémorables, les Splinter Cell, les Prince of Persia, c'est des licences qui parlent à tout le monde. Mais quand j'ai vu le premier trailer du premier Assassin's Creed, j'étais soufflé. Et en fait, quand j'ai passé mon entretien, la première chose que je leur ai dit avant qu'on me parle de Paris et autres, c'était justement, je veux travailler sur cette licence. Peu importe ce qui se passe, je veux travailler sur ce jeu. Et il s'avérait que le jeu était développé à Montréal. Et donc du coup, je suis parti entre le premier et le second opus. Et donc pendant que le second a commencé à être développé, j'ai travaillé dessus, j'ai intégré l'équipe. Et au départ, j'ai intégré l'équipe avec un rôle marketing. Et rapidement, j'ai discuté avec le responsable de la franchise là-bas, donc le producteur. Et on se rendait compte en fait du potentiel qu'on avait dans la main avec la fantaisie de ce jeu. Et par là, je veux dire qu'on le voit aujourd'hui. Les productions cinématographiques ou les séries adaptées de jeux vidéo, elles pullulent. Et je l'avais dit il y a quelques années, au moment où je travaillais sur le film Assassin, ça va être le nouvel Eldorado pour Hollywood.
quand ils vont se rendre compte en fait de la profondeur des licences de jeux vidéo, de la qualité des univers qui ont été créés, du contenu narratif qui est proposé, du travail qui a été effectué pour monter des marques, ce qui coûte extrêmement cher, implanter une franchise dans l'imaginaire collectif, ils vont se rendre compte que c'est une mine inépuisable, au moins aussi importante, si ce n'est plus que celle du comics, qui, même si les héros les plus connus sont vraiment des figures de proue de l'industrie cinématographique aujourd'hui, la plupart de leurs histoires ou beaucoup de héros étaient assez confidentiels. Les Gardiens de la Galaxie ou d'autres en comics, ça parlait à personne en réalité. C'est le grand écran qui les a mis sur la carte. Nous, on part d'une position un peu inverse. Hein. Quand on regarde les Sonic, les Mario, les adaptations, on arrive avec des personnages qui sont déjà des phénomènes culturels, et donc le terrain pour le film, ou en tout cas pour les exécutifs, est déjà complètement balisé. Et l'idée était de se rendre compte avec Assassin de la fantaisie. Donc en fait, on cherche le cœur de c'est quoi Assassin, et c'est une marque qui permet de revivre l'histoire à travers un jeu. Mais l'objectif était vraiment de dire on va puiser dans les mémoires collectives et dans nos mémoires pour revivre l'histoire avec un grand H. Et très rapidement, on se rend compte que ce concept, il est absolument pas limité aux jeux vidéo. Il peut être génial exploité en livre, en comics, en film. Et donc, dès Assassin 2, beaucoup de personnes l'ont oublié, mais dès le second opus, en fait, on a un préquel en live action, donc filmé, qui s'appelle Lineage, qu'on a tourné avec des acteurs locaux ici, en costume. D'ailleurs, on a encore les costumes et tous les trucs qui traînent partout au studio parce qu'on sait pas trop quoi faire des énormes accessoires et autres. Mais on a tourné un live action. À ce moment-là, on commence à lancer les premiers romans, les premiers comics. Donc en fait, c'est vraiment dès Assassin 2 que tout ça se cristallise et on commence à avoir cette idée qui germe de marque. Et on crée ce qu'on a appelé à Ubisoft les premières brand teams, les premières équipes de marque, dont l'objectif était non pas de gérer un titre après l'autre, d'en faire la promotion et d'essayer de vendre le plus de jeux possible, mais d'essayer d'installer les marques de manière pérenne. Essayer de développer vraiment la connaissance des marques, leur collaboration. Et donc c'est à ce moment-là qu'on amorce les premiers travaux qu'on fait avec des musées, qu'on fait avec des institutionnels, qu'on voit les premières collaborations avec le magazine européen Historia. Et donc c'est là qu'on commence réellement à faire un travail de fond sur la marque ou l'IP Assassin ne s'arrête pas aux jeux vidéo, et Boule de Neige, les autres marques non plus évidemment, hein, les lapins crétins et tout le reste. Donc tout ça a un peu suivi, et c'est effectivement parti de ce moment-là, 2008-2009. Alors, une question que je me posais en vous écoutant, c'est vrai que quand on lance un film Assassin's Creed, pardon, on a déjà la communauté des gamers qui est constituée, qui joue depuis plusieurs années sur le jeu, au risque que ce public-là, qui est aussi une des cibles du film, soit extrêmement exigeant, parce que ils commencent par cœur justement, ils ont une idée d'ailleurs peut-être de l'adaptation qu'ils voudraient. Alors comment vous avez été confronté à ce public? Je parle de ce noyau de public de gamers en fait. C'est un public qui est effectivement là depuis le début et qui est extrêmement exigeant. Et ce qui est difficile pour eux, ce qu'on appelle les core fans ou le cœur des fandoms, en fait le souci c'est que ils se sentent à la fois investis d'une espèce de mission protectrice de la franchise. Pour eux, elle leur appartient, et puis du coup elle doit correspondre à leurs attentes à eux, et ils ont beaucoup de mal à suivre quand on change de direction ou quand on fait des évolutions qui sont souvent nécessaires dans les franchises, hein. Que ce soit le cas, nous on l'a observé sur Star Wars ou sur d'autres, où ne pas évoluer c'est prendre le risque de mourir, et évoluer dans la mauvaise direction c'est prendre exactement le même risque. Donc ça demande vraiment un numéro d'équilibriste. Pour nous, la façon de le traiter, de l'aborder en termes de problématiques, en tout cas pour moi, ça avait été de dire, on n'a pas envie de raconter encore une fois l'histoire qu'ils connaissent déjà, parce que si on prend un personnage connu, dans leur tête, ce personnage a une voix typique, il a une attitude, ils ont passé du temps avec lui. On n'arrivera pas à trouver un acteur, à moins que ce soit une likeness et que ce soit le cas dès le début, mais on trouvera pas un acteur qui arrivera à être exactement le personnage qu'ils attendent. Et de fait, on a déjà perdu à la base. Donc, pour nous, l'idée était plutôt de dire, non, on va plutôt se servir de l'univers et de ce qu'il a à raconter, de sa fantaisie, et on va mettre en avant cette fantaisie-là. On va réutiliser les thématiques historiques de l'assassin, les thématiques de machines qui permettent de voyager à l'intérieur des mémoires. On va utiliser à la fois les visuels et le style acrobatique, le parcours, le type de combat. Ce type d'élément doit se retrouver dans l'œuvre, mais le but, c'est qu'elle propose quelque chose de différent, et c'est ce qu'on fait, en fait, systématiquement. Quand on fait un comics, un livre ou autre, mon objectif principal en tant que directeur du transmédia, c'est de dire ce que j'attends, c'est avant tout
un projet excellent sur sa propre plateforme. C'est-à-dire que quand je fais un roman, je veux que ce soit un bon roman avant d'être un roman Assassin's Creed. Le fait d'être correct et cohérent dans l'univers pour plaire aux fans les plus engagés, c'est notre travail et on passe une couche dessus pour être sûr que ça fonctionne. Mais l'idée est de dire que si on est obnubilé par le fait d'être fidèle à ce qu'est le jeu, on risque de proposer un script adapté du jeu qui finalement est assez insipide pour les gens qui connaissent déjà la franchise et qui est tellement calqué sur un jeu qui normalement est interactif et qui permet beaucoup plus de liberté que pour quelqu'un qui viendrait juste pour le roman ou juste pour le film, ce serait pas nécessairement l'expérience la plus intéressante. Donc on essaye vraiment de développer l'univers plutôt que de développer simplement le personnage. Et je pense que dans beaucoup des adaptations qui finalement ont tenu la longueur en termes de jeux vidéo et qui ont réussi, si on pense à des animations comme ce qu'a fait League of Legends ou Cyberpunk, bah, ils ont tous suivi exactement cette voie-là. Et celles qui ont eu plus de mal, notamment sur la durée, comme Witcher ou autre, bah, elles partaient en essayant de singer un petit peu le jeu, mais très vite veulent s'en éloigner. Et finalement, en cassant les codes et du jeu et du livre et en voulant s'émanciper, mais en gardant trop d'éléments connect en même temps, on se retrouve avec une expérience un peu bâtarde qui plaît à personne. Ni les fans hardcore ne s'y retrouvent, ni les spectateurs de séries lambda ne s'y retrouvent, parce que finalement, il y a trop d'autoréférences, on est trop nombrilistes, et une expérience à mon goût, qui profite du meilleur de l'univers comme pour Cyberpunk, plutôt que de simplement se contenter de re-raconter une histoire qu'on a déjà racontée, c'est la meilleure approche. Après, ça veut pas dire que c'est facile à faire ou que dans l'exécution, on réussit à tous les coups, mais en tout cas, c'est l'approche, ouais. Alors, j'avais une question sur maintenant l'entreprise et le groupe, parce qu'on sait que donc la maison mère, si je dis pas de bêtises, est à Montreuil. Enfin, ça a été créé par des frères en breton. Et donc Montréal a été un des sites extrêmement importants. Il y en a d'autres, hein, Shanghai, je crois, Casablanca, un des premiers qui était à Bucarest. Alors comment ces structures, en fait, ces unités évoluent, comment justement quand on travaille sur un projet comme vous le faites, d'adaptation d'Assassin's Creed ou autre, est-ce qu'il y a des connexions? Est-ce que justement il y a une sorte d'international finalement du travail entre chaque site? Oui, complètement, et c'est né notamment de la complexité à développer des jeux et des coûts astronomiques qui en sont liés à ceci. Aujourd'hui, on atteint très rapidement le millier de personnes sur une production quand on est en pleine production, donc au bout de, en général, 1 an et demi, 2 ans. On arrive très vite à 1 millier de personnes et on n'a pas 1 millier de personnes sur site, même si le site de Montréal qui flirte avec les 4000 personnes, qui est autour de 3500 et quelques employés, et qui est du coup le plus gros studio de jeux vidéo au monde. Même si celui-ci en fait aurait la masse d'employés qui pourrait justement servir sur un seul jeu, la réalité structurelle, elle est que on travaille en co-développement avec beaucoup de studios un peu éparpillés à travers le monde, et que c'est pas rare sur une énorme production de se retrouver avec 6 ou 7 sites différents sur le même projet. Donc on parle de multiples fuseaux horaires, différences culturelles, différentes équipes, etc. Et on essaye d'optimiser ça. On a lancé depuis un peu plus d'1 an un projet de répartition par zone où on essaye de privilégier en fait les gens dans la même zone, on va dire horaire économique. Nous notamment la zone 1, on essaie de se concentrer sur l'Amérique du Nord, mais on continue effectivement de travailler énormément avec les sites européens, avec le siège qui est sur Paris. On essaye simplement pour des soucis d'optimisation de pas terminer avec 7 studios sur cette zone, parce que c'est beaucoup trop, en fait, c'est beaucoup trop complexe, et on préfère ramasser tout ça. Mais clairement, la production de jeux vidéo, c'est une production internationale. Ne serait-ce qu'à Montréal, on parle plus de 12 langues au studio, on a 26 nationalités. C'est-à-dire que effectivement on a c'est un studio international. Alors on est à Montréal, on pense évidemment français, anglais de base, mais effectivement on a des partenaires et des collègues qui viennent de partout, d'Europe, d'Asie, de partout dans le monde. Ça nous offre une très bonne conclusion sur justement la vie multiculturelle à Montréal, puisque on le rappelle, on est un journal qui s'adresse aux Français de l'étranger. Vous en êtes un. Alors comment justement vous évoluez? Je crois que vous êtes un jeune papa, un papa tout court et un jeune papa. Comment on vit dans cette ville qui n'est pas que celle de Leonard Cohen? Donc moi je pensais bêtement, voilà, Montréal, Leonard Cohen. Maintenant je dirais c'est la ville de
de Emma Azaïza et Ouais, mais c'est vrai que c'est une ville qui est vraiment agréable pour un Français expat parce que elle a ce côté où elle est à mi-chemin entre la culture américaine et la culture européenne. Et en ce sens, c'est là que j'ai vu les difficultés des expats qui venaient s'installer ici. Parce que pour beaucoup, le fait qu'on partage une langue et des valeurs communes leur donnait l'impression qu'ils étaient réellement en France. Et ils continuaient à se comporter comme des Français sans changer ni leurs habitudes, ni leur... Et c'est là qu'au bout d'un moment, le clash culturel se faisait sentir, les différences culturelles se faisaient sentir, alors que c'est pas le cas. Le Québec a sa propre culture, le Canada a sa propre culture, et il faut vraiment faire l'effort effectivement de s'intégrer. Et je pense que confronté à quand on voyage confronté à une culture complètement différente, si demain on va en Thaïlande, si demain on va au Japon, le choc culturel est tellement grand qu'on n'a pas le choix que de comprendre qu'on doit s'adapter et que notre vie elle va changer. Ici effectivement, ça se manifeste très simplement hein, que le français ça vient vite dans la bouffe où on les voit acheter des produits dans des boutiques d'import à des prix absolument délirants et trouver que la vie est très très chère ici. On se dit bah oui, mais faut arrêter en fait. Faut comprendre que on est dans une ville et dans une culture qui est assez riche et on partage beaucoup avec. Et sincèrement, c'est effectivement au niveau je dirais calme, zénitude, accueil et gentillesse des Québécois au niveau du stress ambiant, de la violence qu'on peut constater dans les médias ou dans la vie en France en ce moment, on est à des années-lumière de ça. Quand des amis viennent nous visiter ou ma famille viennent, ils disent 100 en vacances, mais tout le temps. Prendre le métro dans le calme, avoir des gens tout autour de soi qui sont toujours très bienveillants, qui viennent vous chercher quand ils voient que vous êtes perdu, qui sont extrêmement polis, extrêmement patients. Il y a une gentillesse en fait et une qualité d'accueil ici qui est assez géniale. Et après, c'est vrai que c'est une ville cosmopolite et multiculturelle dans laquelle on fait absolument ce qu'on veut. Élever des enfants ici, c'est juste incroyable. Le service d'école publique est ultra performant. Mes enfants font des tonnes d'activités que j'imaginais pas possible en France en tout cas. Je les vois déjà prendre des spécialités quand ils arrivent au niveau collégial, partir en Europe pour des voyages culturels sur l'art et visiter le Louvre. Enfin, ils font des trucs absolument extraordinaires pour des écoles publiques nord-américaines. Et à côté de ça, effectivement, on a accès à tout en termes de culture. Comme Montréal est une des 3 grandes villes canadiennes, systématiquement, quand qu'il s'agisse d'événements sportifs, qu'il s'agisse maintenant d'événements musicaux ou qu'il s'agisse de tournées dans les musées ou d'exhibitions, on est extrêmement gâté, on a largement de quoi faire. Donc c'est vrai que c'est une ville qui est vraiment agréable. Emma, vous nous avez donné plein d'envie aujourd'hui, à la fois peut-être d'aller retrouver notre console pour jouer, puisque j'en ai une qui est à quelques mètres de moi, et il se trouve qu'Assassin's Creed, je vous le dis, est déjà installé dessus. Vous nous avez présenté le paradis montréalais, donc alors peut-être on va quitter nos chaumières hein, pour vous retrouver. La vie a l'air très douce. Au-delà de la blague, je vous dis un grand merci pour votre éloquence qui, j'espère, peut-être générera des vocations, pourquoi pas. J'ai vu qu'Ubisoft aussi continue à se développer. C'est un groupe qui a certainement plein d'avenir devant lui. En tout cas, on vous souhaite le meilleur dans vos fonctions et on suivra avec attention le devenir d'Assassin et des autres également des autres franchises de la marque. Voilà. Merci et bonne journée à Montréal et à très bientôt. Merci beaucoup.